Vous êtes l'héritier du peuple ouest de la diaspora. Un peuple cosmopolite, un peuple constitué d'intelligence comme les plus rares, qui a voulu que vous soyez là, comme l'avez menacé au téléphone, vous êtes avec l'immigration de la téléphone. Je vous prie, mesdames et messieurs, les ovations bien nourries pour notre République en 2020. Pour vous souhaiter la bienvenue à vous, à toute votre délégation. Monsieur l'ambassadeur, à vous, à toute votre délégation, à tous les officiels ici présents, pour vous souhaiter la bienvenue. Je fais un tour du côté du Kabali, où je sors un artiste dans les fins fonds de notre terroir, pour vous souhaiter la bienvenue et vous installer confortablement dans tous ces sièges qui ont été proposés dans votre artiste. C'est pour vous, ici et maintenant. Continuez, Roger. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de vous asseoir.
Je demande à tous les journalistes présents de se positionner et de laisser également la ville à nos parents qui sont installés. Je demande à tous les journalistes, à tous les caméramans de bien se positionner afin que le peuple découvre véritablement sa fille. Parce que, en plus de sa présence, comprenons qu'elle a une élégance langagière également. Écoutez la ministre, un deuxième minute. C'est un rendez-vous qu'on attendait tous et toutes. Nous avons entendu beaucoup d'allocutions, beaucoup de messages empreints de grande émotion. Nous avons revisité notre histoire. Mais avant de vous donner la première partie de mon message, je voudrais vous demander qu'on se lève pour observer une minute de silence pour tous nos morts. Je vous remercie. Messieurs les élus, chers frères et sœurs qui m'avaient accompagné dans cette mission, je voudrais commencer par saluer les députés. Le vice-président Oula Piva, député de Djoko sous-préfecture, vous avez tout à l'heure salué. Je voudrais également saluer le député Doumbia Ibrahima, député de Djoko sous-préfecture également. Saluer le député siégeant de tout le peuple, le député Kaïba Lambert. Je voudrais également saluer notre doyen. Heureusement que Madame Oulaï n'est pas là parce que quand elle est là, c'est la concurrence entre nous. Mais comme elle n'est pas là, celui qui va lui dire, c'est son problème. Si elle me demande, je vais dire que je n'ai pas dit. Donc je voudrais saluer le doyen des Paul, sénateur du Kabali, ainsi que le sénateur du Kémon, Diet Antoine, présent à nos côtés et qui a tenu à faire le déplacement. Je voudrais également saluer les maires de Tongolo, mon aîné Gare Arsène, le maire de Djokwe, mon frère Honoré Giboni, et mon grand frère, le vice-président Marcel Dupé, qui est venu accompagner notre projet de développement dans le Kabali et qui est le deuxième vice-président du conseil régional. Mon frère Dupé, merci d'être venu. Nous sommes là également avec notre jeune frère Oyebo, que j'ai vu se lever une ou deux fois, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est de Blolequin, du canton Zérabaon. Il va revenir tout à l'heure. Il a décidé de nous accompagner également. Il a dit, grande sœur, je viens avec vous. Je voudrais donc vous saluer avec cette forte délégation qui m'accompagne.
et profiter de cette tribune pour vous présenter tous les regrets de nombreux élus et cadres. Je vais citer particulièrement notre maman, Madeleine Moulaye, Aimé Nyoncia, le maire Baye, le maire de Guigou. Je voudrais également citer mon directeur de cabinet politique, DRH de la fonction publique, Thio Louis-Serge, le maire de Taï, Hippolyte Bayala, mon frère aîné Koulouto, qui est le commandant Antoine Bailly, qui se sont inscrits pour être de la délégation. Malheureusement, le délai de traitement de leur dossier pour les visas a été très court. Et du coup, peut-être que c'est la semaine prochaine qu'ils auront leur visa. Parce que leurs dossiers sont bien introduits, il n'y a pas de rejet, mais on ne les a pas appelés pour les formalités. Ils m'ont demandé de vous traduire leur profond regret et leurs excuses. Mais nous sommes convaincus que ce n'est que partie remise. Cette initiative est tellement belle, grande, elle est profonde, que je suis convaincu qu'on ne saurait s'arrêter à cette seule étape de Paris. C'est pour cela qu'au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, je voudrais me tourner vers les initiateurs, les world leaders mondiaux et France. Je voudrais vous féliciter pour ce que je viens de découvrir. Et Dieu seul sait que votre invitation a perturbé un certain ordre. Répondre à l'invitation ou ne pas répondre à l'invitation. Tel était le débat à Abidjan. Nous sommes dans une tribune familiale. Moi, j'aime la vérité. Parce que tant que le ouais ne se parlera pas en vérité, on ne sortira jamais de cette situation. Les avis étaient mitigés. Madame le ministre, si tu vas là-bas, tu vas avoir honte. Ils vont t'insulter. Est-ce que c'est bon? Viva, viva! C'est ce qu'on m'a dit. Il ne faut pas y aller. Tu ne connais pas tes frères de France. Ils vont t'attirer dans un piège. Et tu vas te retrouver là-bas dans une activité politique. Tu ne pourras pas parler. Un autre groupe m'a encouragé. Madame le ministre, il faut y aller. Il faut y aller parce que tes frères de la diaspora et tes frères et soeurs de la diaspora ont aussi besoin de toi. Et c'est ainsi que sont montés au créneau le chef de canton Zibiao, Patrice Pouet, que je voudrais saluer ici, et mon grand frère Marcel Loupé. Marcel Loupé, il ne fait pas de message, il n'appelle jamais. Mais quand il envoie un message, c'est pour me donner des instructions. Et il commence toujours comme ça, il faut que. Et dans ce message-là, il a dit, il faut que tu partes à Paris. Awa Sissi est arrivé, il faut que tu la reçoives. Grand frère, c'est dans son message. Exactement. Donc j'ai regardé comme ça, je n'ai rien dit. Je fais sa réunion à la primature, j'arrive,
mon assistante, Mme Fanny qui est là, Madame le ministre, le chef Boué est là. Je dis, il est où? Il est au secrétariat. Mais il avait une délégation. Je dis, bon, qu'il rentre seul pour que je comprenne. Le chef, il vient, il parle, il ne sait pas que son enfant a grandi. Il passe la parole, la pommade, il me blague un peu. Bon, Awa si c'est là. Hein. Conclusion, il faut la recevoir. Tu la salues seulement. Je dis, bon, ça c'est un plan. Je suis prise dans un traquenard. C'est pas bien grave, mais c'est un traquenard fraternel et très agréable. Et donc, nous avons pris le rendez-vous. Je l'ai salué, on a fait une photo. Et après, elle est venue. Elle a donné les nouvelles. Elle a donné officiellement les nouvelles de cette invitation. Je vous passe les détails. Je me suis retrouvé donc seul face à tout cela. Quelle décision prendre? Venir pour me faire insulter ou ne pas venir en faisant la politique de la chaise vide? J'ai réfléchi et lorsque nous étions allés à Mans dans le cadre des obsèques de la mère de notre frère, le vice-gouverneur Sia Jean Donné, après avoir entendu tout le monde et fait mes propres consultations, j'ai dit au chef Boué, je vais à Petit Poisson tout à l'heure pour informer officiellement ma région que je viendrai à Paris ce week-end pour répondre à l'invitation. C'est ainsi que la dynamique s'est mise en route. Et j'ai invité mes frères et sœurs élus à une concertation pour leur dire officiellement que je ferai le déplacement. De nombreux élus étaient présents, y compris ceux qui sont ici. Et c'est ainsi que l'un après l'autre, on dit si tu y vas, on t'accompagne. Et je voudrais qu'on les salue très chaleureusement. Et parmi eux, mes amis, des grands frères. Elle écrit et puis on dit accompagnez-moi en France. Le respect qu'ils me portent est touchant. La considération qu'ils ont pour moi. Jamais je ne suis seul en Côte d'Ivoire. Ils s'arrangent pour qu'il y ait toujours au moins 2 élus avec moi partout où je passe. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur visa. Et donc je vous ai donné les noms tout à l'heure. Alors, pourquoi ai-je répondu à cette invitation? Je sais qu'actuellement vous vous posez tous la question. Elle est venue pour moi. Oui, c'est vrai parce que vous m'avez appelé. Vous êtes mes parents. Et partout on parle de ouais, je dois être présente. Tout à l'heure, le maître de cérémonie a présenté un point de ma personne. Mais je voudrais dire à tous que je suis fille du Kémon, du Cavali et du Go. Mon père est du Cavali, du département de Toulebleu, de la sous-préfecture de Nézobli. Je suis de la tribu Nézo, à Toulebleu, et du village de Clan. Et mon père a épousé une femme d'été de la famille Anidje Toukoui. Mais cette femme d'été est née d'un bété de Gagnois, de Barouyo, là où il y a le stade de Yakabouda, ceux qui connaissent Gagnois, et de Kouibi, plus précisément de Pombli. Ma grand-mère est de Pombli et elle-même, sa mère, est de Wiyami.
C'est pour cela que, avec 75% de PT de whey en moins, les PT sont un peu jeunes. Mais ce n'est pas grave. Ils acceptent. Ainsi donc, que je sois dans le cavalier ou dans le guémon, je suis chez moi avec mes parents. Et donc c'est parce que j'aime mes parents. La deuxième raison, elle relève de mes responsabilités. Je n'ai jamais demandé au président Alassane Ouattara de faire le moindre du gouvernement. Mais en me choisissant pour me mettre à ses côtés, c'est vrai, il a vu une vieille collaboratrice, sa fille, avec qui j'ai marché longtemps. Il le dit, parle de mes qualités de loyauté, etc. Mais un homme averti, je crois qu'il regarde derrière moi. Qui est derrière moi? Le peuple oui. Dès lors, je considère que je suis en mission pour les ouais auprès du président Alassane Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous voyez, mes collaborateurs m'ont préparé deux discours. Un discours d'ouverture et un discours pour les débats. Tout à l'heure, vous m'avez vu ouvrir mon iPad, je regardais. Mais après avoir entendu tout ce que j'ai entendu là, j'ai décidé de vous parler avec mon cœur. Ce que vous avez dit aujourd'hui est très poignant. Avec le ministre Mandela, on a fait beaucoup de commentaires à deux. Et ainsi qu'avec mon frère Oula Priva qui est à ma gauche. Mes chers parents, je ne vais pas répondre point par point à ce que vous avez dit. Mais je vais vous rendre un témoignage. Témoignage de ce que je fais à côté d'Alassane Ouattara. Témoignage de ce que j'ai fait depuis 2011 en étant seul. Je vais passer en perte et profit tout ce que j'ai fait avant 2011. Mais de 2011 à 2022, croyez-moi, mon seul objectif était la réconciliation entre les enfants ouai. D'abord. Et entre les ouai et les populations qui vivent avec nous dans nos régions. C'est un témoignage que tous ceux qui sont avec moi ici partagent. Ils sont des témoins contemporains. Et ce que je dis, je le dis dans la présence du Seigneur. Parce que ce dont nous parlons là, c'est grave. C'est fort, c'est important pour le ouais que nous sommes et pour la nation tout entière. Les 4 thématiques que vous avez retenues se retrouvent dans ce que je vais vous dire comme témoignage. Quand je suis arrivé avec le président Ouattara en 2011 aux affaires, au moment où on était encore au Golfe, quand les populations m'appelaient du village pour dire un peu la situation qui prévalait chez nous, on était à une réunion où j'ai pleuré. Et le président me dit, ça va passer. Mais quand on sortira du Golfe, les premières localités que je visiterai, ce seront des régions. Oui. Et lorsque nous sommes sortis du Golfe et que la situation s'est
sécuritaire a été maîtrisé, le président Alassane Ouattara a organisé ses premières visites d'État. Chef Goué est témoin. Il est arrivé par l'avion à Mans la première nuit, le soir, et le lendemain, la première localité que ses pieds ont foulé, c'était le. Il est arrivé par hélico de Mans. Et ensuite, il a pris la route pour allier Lorequin, Kiko, Djokwe et reparti. Donc, Bangolo reparti à Mans où était sa base. Ce jour-là, à cette occasion, il y a eu toute une organisation mise en place. Mais quand nous sommes repartis à Abidjan, mes parents, chef Goué, ils ont dit, le président est venu, mais il s'est assis à moi. On n'a pas eu le temps de parler avec lui. Nous sommes restés sur notre fille. Chef, vrai ou faux? Et je suis allé voir le président Alassane Ouattara pour lui dire, les chefs se plaît, les cadres se plaît. Il n'a pas eu le temps. Parce qu'il y a eu une rencontre avec les cadres et les élus, et ça s'est fait à moi. Et c'était en majorité nos fêtes. C'est comme cela que j'ai obtenu que le président reçoive les Oué au palais présidentiel à Abidjan. Les Oué sont les seuls peuples de Côte d'Ivoire à avoir été reçus par Alassane Ouattara au palais présidentiel. C'était en 2012. Les chefs, les membres du gouvernement, mon grand frère Bonsoté à son âme, les cadres sont venus nombreux avec une liste de doléances, des propositions. Ils ont voulu faire le président. Et l'une des revendications premières était la restauration du sacré Oué. Monsieur le député Caillou en était déjà député. Et ce jour-là, le président Alassane Ouattara a remis 200 millions au Oué pour la restauration du sacré. 100 millions dans le Cavalier, 100 millions dans le Kémon, 25 millions par département. Ça pouvait les 8 départements. Et sous la supervision de nos doyens, avec un rôle actif des chefs, des missions étaient conduites par nos élus. Ça n'a pas suffi. En plus de cela, le président Alassane Ouattara a cette date publiquement au palais présidentiel a dit, mais Anne me parle toujours de son grand frère Marcel Gossio. Qu'est-ce qu'il fait au Maroc, personnellement? Dites à mon frère Gossio de rentrer et à tous ceux qui sont ici. Quelque temps plus tard, j'ai été demander la permission au président Alassane Ouattara d'aller rendre visite à mon grand frère Marcel Gossio. Pourquoi? Parce que, étant dans la diaspora, vous avez dû entendre que j'ai lancé des appels aux cadres qui sont en exil en leur demandant de rentrer et qui ne leur arrivait rien. C'est Marcel Gossio seul qui m'a appelé. En premier, petite sœur, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Et donc, j'ai été le rencontrer à Casablanca. Ce jour-là, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Nous avons pleuré. Mais je voudrais dire que c'était la première fois que je rencontrais Marcel Gossio. Il a dit quelque chose que je vais vous partager parce que c'était un grand homme. Quand il a commencé à pleurer, c'est lui qui m'a fait pleurer. J'ai dit, grand frère, pourquoi tu pleures? Petite soeur, tu as été la seule à ne pas avoir mangé des poissons quand j'étais au port d'Abidjan.
Et je n'ai jamais répondu à tes messages de vœux. Vous voyez comme c'est fort? Il dit, et aujourd'hui, c'est toi qui prends ton avion pour venir me rendre visite. Je dis, grand frère, si je suis là où je suis, c'est à cause de Dieu et c'est tout. Que ma présence à côté du président de la République vous rassure, je suis venu te dire du monde du pays. Nous sommes restés ensemble toute la journée et à 19h, je suis allé à l'aéroport pour prendre mon vol. Je revenais de Tunis pour prendre mon vol et rentrer à côté. Marcel Gossion, quelques années plus tard, n'est pas rentré tout de suite, est revenu à Abidjan. La condition, c'était que je sois à l'aéroport. Et j'ai été à l'aéroport. Il est arrivé à 5h30 à peu près du matin. Et de là, nous étions avec le doyen Naïd Abbas, qui vit, qui est un contemporain. Et de là, nous sommes allés à la maison chez moi. On s'est arrêté à la pâtisserie abidjanaise, on achète des croissants et tout ça pour qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Vers 9h, après des demandes de nouvelles, c'était vraiment très chaleureux. Il dit, bon, petit, je vais te donner la route. Mais il a pris son téléphone portable et dit, regarde tous les messages que je reçois. On dit que tu m'as tiré dans un piège et que dès que je vais sortir de chez toi, on va m'envoyer à la guest. Je dis, moi, il dit oui. Je dis, grand frère, mon aide de camp et ma voiture, va avec. Mon aide de camp était avec moi, cette journée s'appelle le sergent-chef Siébétité. C'est un élu. Avec une de mes voitures que j'ai mise à disposition de mon grand frère. Et le sergent-chef est resté avec nous pendant 3 mois. Jusqu'à ce qu'il soit en totale confiance. Il venait chez moi et moi j'allais chez lui. Il était FPI et moi je suis RHDP. Il n'est jamais venu à une de mes activités politiques. J'ai été candidate. Il n'est jamais venu me soutenir. Parce qu'on n'avait pas un contrat politique. Nous avions un contrat de fraternité. Marcel Gossion, tous ses avoirs étaient dégelés. La maison où il vivait, il a vécu jusqu'à son rappel à Dieu. Cette maison-là lui a été restituée. Il a fait les travaux. Il a réhabilité sa maison. Il est venu habiter là avec toute sa famille. C'est là que ses obsèques ont été organisées. C'est un témoignage. Voyez-vous, chers frères et sœurs, parlons de la réconciliation entre les cadres, entre les élus. Ouais. De quelle réconciliation devons-nous parler? De quelle réconciliation? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Mais c'est pire. Moi-même, c'est mon oncle aussi, puisque j'ai ma maman qui est du corps. Ça ne peut pas me faire mal. Quand il arrive, et puis il dit, je vais pleurer avec le roi. Je vais les saluer. Il y a quel problème dans ça pour que ça me dérange? Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais que je sois présidente de région, de la région du Cavalier, où le président Laurent Gbagbo va aller dormir, où il va passer des jours, et que je ne sois pas informé, est-ce que vous trouvez ça juste? Non. Je suis président de région. Et je suis la ministre aussi de la région. Et je suis sa nièce. Je suis nièce au PIBT. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le grand frère Céline Gaspard.
les PPAC aussi. Il dit, grand frère, ce que vous faites, c'est pas bon, hein? Pas bon. La réconciliation aurait été magnifique si en tant que président de région m'avait invité. Je serais allé m'arrêter et j'aurais demandé à tous mes frères HDP, venons, on va aller accueillir M. Laurent, ancien président de la République. Ainsi va le monde. Mais je n'ai pas eu ce privilège, je n'ai pas eu ce plaisir. Mais je le dis parce que c'est un témoignage et l'organisateur en chef a reconnu, il m'a appelé petite soeur, tu as raison, faisons en sorte que ça ne se reproduise pas. Et je m'engage, ça ne se reproduira pas. Ma conclusion sur cette thématique de réconciliation entre élus du Cavalier du Kémou, ce n'est pas Kakabé qui va venir nous réconcilier. C'est un comportement de tous les jours. Est-ce que celle qui est au gouvernement avec Alassane Ouattara, je la reconnais comme ma soeur? Voilà la question. Nous avons tous invité. Pourquoi je viens avec mes frères et soeurs seulement qui sont du RHDP? Mais vraiment, pourquoi? Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'expression d'une volonté de nous réconcilier? C'est notre comportement. Je suis membre du gouvernement aujourd'hui. Je suis ouais. Quel est le ouais qui dans son cœur n'est pas content de ça? Dites-moi la vérité. Bon, aujourd'hui, dans quelle famille ouais il n'y a pas de problème? Donc, à cause de la politique, ma soeur qui est au gouvernement là, comme elle est RHDP, je ne vais pas chez elle. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas venir. Ceux qui veulent venir, venez, on va t'attendre. Je ne peux pas dire plus que ça. Voici le député Kaïba qui est là. Je le cite chaque fois parce que le débat a commencé à tout le peu. Oui, mais elle reçoit tout le monde. Les gens même hier qui ont critiqué ici, qui l'ont insulté là, elle les reçoit, elle les aide, elle fait ceci, elle fait cela, elle leur a donné du travail, elle a fait ceci, elle va les soutenir. Je dis oui, nul n'a le droit d'être le seul. Je suis aujourd'hui au gouvernement, mais si vous pensez que parce que je suis RHDP, je ne dois aider que les militants du RHDP, alors on n'a rien compris au vivre ensemble. Et donc, moi je pratique le vivre ensemble. Mon grand frère Vossaï, Alphonse, vous le connaissez tous, grand militant du FPI, reconnu pour avoir été celui qui écrivait les discours du président de l'Europe. Vrai ou faux? Il est aujourd'hui ambassadeur en Algérie. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans une tenue de RHDP? Et lui, moi, c'est à l'occasion qu'on se parle. Il est FPI. Il est ambassadeur en Algérie. Mais nous savons être frères et sœurs. Et pour la petite histoire, quand on a été candidat à Kaïba en 2015, il était candidat aussi aux législatives de 2016. En 2016, il était aussi candidat. Kaïba et moi, on est policiers. Il dit, grand frère, te battre. Et puis on a battu. Il m'a appelé pour dire, petite soeur, félicitations. Et puis la vie continue. Nous devons apprendre à être frères et sœurs. C'est un comportement. Vous voyez,
Les problèmes du foncier. J'ai été ministre de la Solidarité. Montpéco, chef Gouéla. J'ai pris le livre sur la question du Montpéco. Et le président de la République a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'il sait que c'est sur la paix des Oué. Tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait sans les chefs. Ça a été une démarche participative. Mais ce qui me plaît dans vos exposés, vous avez su remonter dans le temps. Pour vous dire que les problèmes que nous gérons aujourd'hui sont des problèmes qui datent même d'avant 82. Le point d'aider. Quand les tueries ont commencé dans le point d'aider, quand nos parents ont chassé les baoulés, je vous assure que c'était grave. C'était chaud. Moi, j'ai peur des hélicos. Je vous assure que j'ai peur. Mais ce jour, le Premier ministre m'a tout compté à son âme. Il dit, ma petite soeur, prends le micro, tu dois y aller rapidement. Je ne peux pas écouter ce souvient. J'étais seul avec les pilotes. Et je suis arrivé à Guigou. Réunion d'urgence. À Zéablo, les deux communautés étaient face à face. Les Burkinabés d'une part et les Oué d'autre part. Mais la tension qui était dans la ville, et quand j'ai proposé qu'on y aille, tout le monde a dit, non, le ministre, vous ne pouvez pas partir. Tu ne veux pas y aller, c'était grave. J'ai fait ma prière et j'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille. Si je ne veux pas encore une fois qu'on dise, ouais, fais ça. Ou ceci est arrivé au ouais. Nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés à Zéablo, même les chiens ne pouvaient pas les voir dans la rue. Nous sommes rentrés à la sous-préfecture. Les Burkinabés étaient face au Oué. Une affaire de mort. Encore une fois. Mais on n'avait pas raison ce jour-là. On n'avait pas raison ce jour-là. Et les chefs Oué demandaient pardon aux Burkinabés. Les Burkinabés étaient fâchés, ils ne voulaient pas. Or, la même crise de Oué-Bébé, une semaine avant, c'était les Baoulés qui nous demandaient pardon. Et on dit, nous, on ne veut pas. Et ce jour-là, la roue a tourné. Les Burkinabés sont au dehors. Ceux qui sont dans les campagnes, ils sortent comme ça. Le groupe, c'est largé au fur et à mesure, je vous assure que c'est impressionnant. Et je me suis levé ce jour-là. J'ai dit, mais tout ce qui me reste, c'est de me mettre à genoux. Tout ministre que je suis, je vais me mettre à genoux. Et quand je me suis levé, j'ai enlevé mes chaussures pour dire, je vais me mettre à genoux. C'est ça, oui. Il était à l'époque président de la région du Kabadi, que j'avais également demandé de venir avec moi. Il dit, grâce, il ne faut pas faire ça. Je dis, mais ce sont mes parents qui m'ont mis dans ça. Donc, je vais me mettre à genoux. Les vieux Burkinabés disent, madame le ministre, pas te mettre à genoux. Je dis, je vais me mettre à genoux. Ça, vous pouvez dire, bon, je vais marcher pour toi. Et il s'est mis à genoux. Voilà comment nous avons désamorcé ce problème. Mais la question des Baoulés qui étaient par milliers à la préfecture de Guigou, ça a duré des semaines et des semaines. Le président Oussou est venu, les Baoulés, c'est 4 Baoulés. Nos parents nous sont tous réunis, ils ont dit, pas question, ils n'ont pas quitté. On a demandé pardon. Entre-temps, moi je suis du gouvernement, je vais, je viens. Je quitte à 19h, je viens rapidement pour me partir. On dit, il y a conclave. Et puis un jour, j'ai dit à mes parents, on était fatigués, nous tous on était fatigués. Je dis, bon, vous voulez qu'on les chasse? Ils disent oui.
qu'à les chasser. J'ai dit ce jour au chef de l'AS, j'ai dit bon, papa, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, moi je vous demande d'abord qu'on appelle nos frères qui sont dans les autres localités. Les Tchassalés, les Toussi, les Saint-Pétro, Gade-Rébi, Agoville. Ils n'ont pas quitté là-bas au d'abord. Parce que sinon on chasse les Maoris là. Les autres vont chasser les choses. Et personne ne s'attendait à cette réaction de ma part. Ils ont commencé à se regarder. Je dis non. Parce qu'on va commencer des palabres qu'on ne va pas être capable de mener jusqu'au bout. Or de ça, il dit, quand tu veux faire quelque chose, il faut t'assurer que tu pourras aller jusqu'au bout. Nos frères sont à Tchassalé, c'est à Tchassalé là-bas, il y a Yansombi. Yansombi là, c'est pas dans les gueules. C'est pas Yansombi qui a créé Yansombi là-bas. Elle vient sortir là pour qu'il revienne au village. Donc on s'est rendu compte qu'on allait un peu au fond. C'est comme ça qu'on s'est assis. On s'est dit la vérité. On s'est parlé. Ça a pleuré. Mais ce qui est sûr, ça a été difficile. L'État a apporté, a mis en place une pièce de solution. Nous avons travaillé avec le ministre d'Ombaï sur la nouvelle politique forestière. Il y a une convention aujourd'hui qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la région du Kabylie. En tant que président de région, j'ai signé cette convention par laquelle les riverains du coin d'épée, eux aussi, auront leurs espaces. Et ainsi de suite, vous pourrez avoir les éléments de cette convention. Mais la conclusion, c'est que nous sommes obligés de vivre ensemble. Entre les ouais, mais les ouais avec les allochtones et les allogènes. Mais quel sera le mode opératoire? Quelles sont les modalités de se vivre ensemble? C'est de ça que vous parlez aujourd'hui. C'est ça le fond de votre problématique. La problématique du développement de nos localités. Mais je suis tellement contente que dans la diaspora, vous vous posez la question de savoir comment on va développer nos régions et comment nous-mêmes nous allons être des hommes et des femmes d'affaires acteurs de développement. C'est cela. Regardez la diaspora des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger. Mais c'est la diaspora qui soutient les États. On m'a même dit qu'il y a des moments où on attend des actions de la diaspora pour payer les fonctionnaires. Au Mali, d'après ce qu'on m'a dit, je n'ai pas encore eu les éléments de preuve. Au Sénégal aussi. Au Sénégal. Donc, à quel moment la diaspora de chez nous va réfléchir pour dire quel est mon rôle en réalité? Parce que ce qui nous est donné de constater, nous qui sommes au pays, c'est que la diaspora a un rôle essentiellement politique. Mais je suis fier d'être ouais aujourd'hui. Parce que pour la première fois, je suis sûr dans l'histoire de notre pays, une diaspora dit à ses élus, venez, nous avons réfléchi, voilà notre position. Et pendant que je vous écoutais, je dis, Seigneur, on aurait dû commencer ça plus tôt. On aurait dû commencer cela tôt. Chers parents, nos régions ont souffert. Il y a eu des déchirures profondes.
avant 2010. Et même après 2010. Jamais nous sommes assis comme on le fait aujourd'hui pour réfléchir et dire comment on fait pour que de telles actions ne se reproduisent plus dans le pays moyen. On n'était pas servi de chez la canon. Quand je le dis, ils me disent tu fais de la politique. Je dis oui, je fais de la politique et mon intelligence. Pourquoi, quand il y a eu les crises en 2010, pourquoi à Gagnois les maisons n'ont pas publié? Dites-moi. Pourquoi c'est à Clan, pourquoi c'est dans le Cavalier, pourquoi c'est dans le Guémon que les maisons publient? Vous avez dit, les rois n'ont pas de leader. Le pays va avoir un leader. C'est vous qui avez dit. C'est le fruit de vos réflexions. Et c'est vrai. Le Grand Nord est un leader. Et il vous bloque derrière les fils. Le pays était un leader. Oui. Mais parce que tout a été faussé à la base. Nous devons travailler pour une nation. Pas pour des territoires. La nation ivoirienne. On met ce combat là. Moi qui suis ouais et go. Si la nation se déchire, comment vais-je vivre avec mes parents ouais et du go? Ils vont me couper en deux ou bien? Non, ce n'est pas une absurdité. Tout à l'heure, l'un des intervenants a dit que sa petite fille est burkinabé. Quand on a dit les burkinabés n'ont qu'à sortir de nos foyers, n'ont qu'à quitter, n'ont qu'à aller chez eux, sa petite fille, elle allait rester au pays ouais, ou bien elle allait partir. C'est sûr. Le développement a besoin de nous tous. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Au niveau du cavalier, croyez-moi, ils sont là. De 2018 à la date d'aujourd'hui, nous avons bien avancé. Au niveau du Guémon, il y a aussi beaucoup d'efforts. Mais on a besoin de grands projets. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le pont sur le Rousseau qui rentre à Guido est en train d'être refait? Ce n'est pas l'ancien pont qu'on a réhabilité, c'est un nouveau pont qui est en train d'être construit, un nouveau pont de 2 voies, qui sera comme le pont de Bois-Clé. Aujourd'hui, de grands projets routiers. Je sais, quelquefois on est ici, on est peu impatient. Mais le président Ouattara, un homme averti, travaille avec des procédures parce qu'il s'inscrit dans la durabilité. Mais demain, je vous dis, vous allez voir en fin 2025. La route Cubilement, elle sera gratuite. La route Guido-Taï, le chef Boué là. Il y a beaucoup d'initiatives prises. Prenons le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, les 2 régions Cavalier et Guémon, nous sommes à environ 87% de taux d'électrification des villages. Ça veut dire que si le gouvernement continue sur cette lancée, en fin 2025, tous nos villages de 500 habitants seront électrifiés. Chers frères et sœurs, le pays avance. La question de la jeunesse, vous n'avez pas abordé ça comme une spécificité. Je voudrais proposer que ce soit une spécificité dans nos réflexions. Non,
venu comme ça, pas dans l'émotion. Ce que je dis, c'est un témoignage, il faut m'écouter. Moi, j'ai encadré nos jeunes après 2011. Quelle était la situation de ces jeunes? Président, nos jeunes, ce qu'ils savaient faire, c'était miliciens, groupe d'autodéfense. Vous les avez? Et on les appelait comment? Les ex-combattants. Ex-combattants. Je les ai réunis un jour à tout le Caïba était là. Je dis, quand on vous appelle ex-combattant, ça ne vous fait pas honte. Quelqu'un qui arrive quelque part et puis on dit, oui monsieur, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Non, en fait, je suis un ex-combattant. Donc dans ta vie, toi, ton identité, qu'est-ce que ton front, c'est ex-combattant. En le disant, tu rends notre région vulnérable. Ça veut dire que dans cette région-là, les jeunes sont habitués aux armes. Ils sont habitués à la violence. Et je leur ai dit souvent, nos parents nous ont appris que quand on donne un nom à quelqu'un, ce nom-là a un impact sur sa personne, sur sa façon de faire. C'est pour ça qu'on dit spirituellement aux parents, ne donnez pas des noms bizarres aux enfants. Ne dites pas Palabreux. Si j'appelle l'enfant Palabreux, il va faire palabre toute sa vie. Menteur. Et l'enfant il grandit, il ment seulement, il vieillit, il ment. Voleur. L'enfant va rester dans le vol. Mais tu as dit à des voleurs. Donc son âme même a enregistré voleur. Nous savons tous que c'est la vérité. Et je leur ai dit, faites-vous appeler ambassadeur de la paix. Vous qui avez pris les armes hier, travaillez à la paix. Aujourd'hui, ça a aidé à la pacification de la région. J'en profite pour répondre à la doléance concernant le groupe de jeunes encore à la maison d'arrêt du Taroua. Ils étaient très nombreux, environ 80, à avoir été arrêtés. Quand la violence est éclatée, ils ont violenté la maison du préfet, les administrateurs, le sous-préfet, quand le secrétaire dans le sous-préfet, lui-même qui a eu un pied cassé parce qu'ils allaient chez lui, et dans la fuite, il a sauté la clôture, c'était là. Toutes les autorités avaient fui la ville. Les enfants étaient fâchés parce qu'un gendarme a tué l'un des nôtres. C'est vrai que ça fâche. Mais nous sommes dans un état de droit. Nul n'a le droit de se défendre, comment on dit ça? De se rendre justice, de faire justice. Nul n'a le droit de se rendre justice. Malheureusement, la violence appelle la violence. Et finalement, ils ont tué le gendarme. Ceux qui ont tué le gendarme, il y en a qui étaient à côté puis ils filmaient. Ils ont exercé des actes graves sur le gendarme mort. Malgré qu'il était mort, ils ont continué de le violenter. Mes frères sont là, le nombre de va-et-vient, de plaidoiries. Et le gros lot qui est sorti, les jeunes du Cabaret ont organisé une cérémonie de pardon à laquelle ils m'ont invité. Ils m'ont invité. Ils sont mis à genoux, ils ont demandé pardon. Et je leur ai prodigué des conseils et j'ai parlé. Mais ce n'était pas moi. En tant que leur sœur, c'est la nation. Imaginez qu'aujourd'hui, ces jeunes qu'on a filmés comme ça avec fierté, que les juges ont identifiés, ils sont là-bas. Après ce qu'ils ont fait là,
Si vous fouillez pour ceux qui connaissent bien les réseaux sociaux, moi je ne sais pas, mais vous allez retrouver cette image atroce. Mais on s'imaginait dans un état de non-droit. C'est pour cela que la diaspora, là encore, peut jouer un rôle dans la pacification des cœurs, dans la prise en main de notre jeunesse, qui pendant 10 ans et voire plus n'ont vu que violence. Ces jeunes-là, quand une fois ils sont allés dans un village, c'était pendant ma campagne, à tout le pays encore, il y a un jeune là-bas qui était fâché pour dire, lui, il n'y a pas d'élection ici. Je crois que c'était en 2011. Il n'y a pas d'élection, il a parlé, il tape sa poitrine et tout ça. Je dis, pourquoi il n'y a pas d'élection? Il dit que tant que le président de l'Ambako ne revient pas en Côte d'Ivoire là, il n'y a rien ici, il n'y a pas d'élection. Je lui ai dit, bon, c'est ton choix. Mais ton choix là, il ne faut pas l'imposer aux autres. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne peut pas tout mélanger. Il y a un problème, un leader, un frère a un problème, on l'accompagne dans la gestion de son problème. Mais ça ne veut pas dire que la population reste de vivre. Vous voyez, chers parents, nous sommes face à notre propre destin. Les palabres quand vous parlez, pour dire qu'il faut qu'il y ait réconciliation. Il y a quoi dans le fond? Il y a quoi à la base? Si ce ne sont que des incompréhensions, des on-dit, il a dit que quand ça chauffe là-bas, quand ça chauffait là-bas, 2010, 11, jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous là. Il y a chef Goué là, il y a des localités où je suis rentré, on dit là-bas, on ne peut pas rentrer. Je dis ce sont des parents Goué. Quand ils vont me voir, si je ne suis pas Goué, je saurai que je ne suis pas Goué. Et ça contribue chaque fois à baisser la pression. Mais quand moi je suis au pouvoir, que mes frères sont en exil, quand le terrain est favorable et qu'ils reviennent, on salue ses autres frères. Il y a deux qui sont venus me saluer. Marcel Bossiou et Yvon Sayalos. J'ai demandé à aller saluer ceux qui ne sont pas venus me saluer. Parce qu'on peut prendre ça aussi autrement. J'ai souffert, je suis revenu, ma petite soeur est venue me saluer. Je n'ai pas fait la démarche. Est-ce qu'on m'a ouvert les portes? J'attends encore les réponses pour aller saluer mes frères qui sont revenus d'exil. La réconciliation se fait à deux. Paix à son âme, Mao Blofier. Je dis tout ça, c'est témoignage de l'école. Et après, vous allez en tirer les leçons. Mao Blofier, après la crise, il avait été incarcéré. Vous savez ici comment on a fait, et puis il est sorti de prison. Mais quand Mao est sorti, c'était un grand homme. Il est venu me dire ici. Et on a gardé de bons rapports. Et pourtant, nous connaissons tous notre histoire récente. Au point où, quand le Seigneur l'a rappelé à lui, j'ai été la première personne que sa femme a appelée. Vous dites, ton frère a eu un malaise, il vient de là. C'est Youpé qui m'a représenté aux obsèques de Mao. Où je me suis impliqué, je ne vous dirai pas les détails par décence, je me suis impliqué de bout en bout. Mais c'est Mao, il a été RDRG. Mao, c'est Mao RHDP. Il a été RHDP. Quel est celui de ses parents qui est RHDP?
Mais je l'ai fait par devoir et par obligation fraternelle. Mao est d'abord mon frère. Yaya Octave, même chose. Mais à ce moment, j'ai été du début à la fin. Et lui encore, il était malade longtemps. Yaya Octave n'a jamais été militant de mon parti. Mais c'est quand il était cloîtré pendant la période post-électorale 2010-2011 que nous sommes entrés en contact par mon frère. Et j'ai gardé les contacts comme ça avec Yaya Octave. Nous sommes devenus frères. Il n'a jamais participé à toutes mes activités. Et d'ailleurs, il n'a jamais participé à une de mes campagnes électorales. Quand j'étais président de région, candidat pour la région, il soutenait nos candidats. Et pourtant, nous avons su être frères et sœurs. Donc, chers parents, vous voyez, j'ai tout ramassé pour vous servir ces différents témoignages. Mais ce n'est pas humilité que je le fais. Parce que ce que vous souhaitez, la réconciliation, je pense simplement être une actrice principale de la réconciliation. Et avec moi, tous les frères et sœurs que vous voyez là, et ceux que j'ai cités qui ne sont pas venus. Et pourtant, nous tous, on nous a dit, ne partez pas. Nous sommes venus. Sur toutes les autres thématiques, je pense qu'il y a un travail profond à faire. Il y a des points qui sont techniques, il y en a d'autres qui sont politiques. Sur les points techniques, comme la loi sur le foncier, les politiques, vous demandez une suspension donc, de l'immatriculation des terroirs. Tout cela est d'ordre technique. Il y a des informations dont vous avez besoin. Quand j'ai entendu vos différentes préoccupations, il y a des politiques qui sont développées en Côte d'Ivoire pour apporter des réponses à ces problèmes-là, notamment en matière d'autonomisation des jeunes et d'autonomisation des femmes. C'est la raison pour laquelle je voudrais terminer mon propos en passant un message, celui des élus ici, parce que nous avons nous aussi préparé cette visite. Les états généraux de Roué, c'est tellement profond, grave et important qu'on devrait les faire chez nous, dans le Kabali et dans le Liban. Parce que ceux qui y sont doivent participer au travail. Allogènes comme autochtones ou autochtones, oui. Nous devons tous participer au travail. Au sortir de ces travaux-là, on sera tous responsabilisés. Et dans un jeu de rôle, chacun va apporter sa pierre. Alors quand j'ai dit au président de la République que je venais, je vous ai dit qu'il m'a donné son autorisation. Il m'a dit, mais il s'agit de quoi exactement? Et puis je lui ai expliqué. Il dit, mais je pense que tu devrais les inviter en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup parlent, eux aussi sont déconnectés. Il vous connaît, vous tous. Les présidents. Il dit, il y en a, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans même, on n'a pas mis les pieds là-bas. Mais leur réflexion, c'est sur les on dit, il paraît que. Or, on sait aussi que souvent, derrière les on dit, il y a beaucoup d'intérêts personnels et de mensonges. Nous-mêmes, nous avons vérifié les choses. Et nous savons aussi que souvent, beaucoup de choses viennent de la diaspora. C'est la diaspora qui oriente et qui aide les parents à décider. Vous êtes leader politique, vous voulez être maire, député, vous allez faire vos campagnes pendant des mois et des mois. Nos frères sont assis ici dans la diaspora. Puis ils regardent vers le pays, vers le village. On dit quoi là-bas? Qui veut être maire?
On dit c'est Kiboli. Les parents disent non, mais nous on est là, on attendait ton appel pour que tu nous dises on va voter qui. Tu as fait ta campagne 2 jours avant. Un petit coup de fil vient de la tête. En 2018, il n'a pas eu paix. Un petit coup de fil est venu de la diaspora quand je voulais être président des régions. Ne votez pas pour elle, hein? Maman. Bon, comme on s'était bien battu aussi, on avait travaillé, on avait convaincu par le discours et par les actions, on avait convaincu nos parents à la base. Et aujourd'hui, ne le regrette pas, je vous assure, nous faisons un travail magnifique pour le Canada. Nous avons mis des plateformes de dialogue avec les chefs, avec les jeunes, avec les femmes. Nous avons un projet d'autonomisation des femmes qui fonctionne. Tout à l'heure, on parlait de les aider, de les accompagner. Donc, je propose, avec mes frères, que cette rencontre d'aujourd'hui soit l'ouverture des États généraux. De telle sorte que sur la base du document que vous avez produit, chaque département, chaque sous-préfecture, dans chacune des régions, travaille. Et on se donnera rendez-vous dans un avenir proche. Au pays, cette fois-ci. Pour que vous ayez en face de vous vos chefs de canton, de tribus, de villages, les jeunes, les femmes. Pour que vous les ayez à disposition pour entendre leur ressenti aussi. Ce que vous avez dit dans votre document là, est-ce que vous les avez vraiment entendus? Derrière la question du foncier, il y a des vices qui se cachent. Chacun a sa part de responsabilité. Mais je souhaite que nous, notre part de responsabilité, nous la réglons. C'est là aussi, il y a beaucoup de vices. Mais je ne vais pas enfoncer le mot. Je voudrais simplement vous prier, au nom de tous vos frères et amis qui sont là, de faire en sorte qu'on se retrouve à Djokwe pour le Guémon, à Guiglo pour le Cavalier. De telle sorte qu'à la fin, il y ait cette grand-messe de cohésion et de vivre ensemble entre les Ouè eux-mêmes et entre les Ouè et les populations qui vivent en communauté. Si vous êtes d'accord avec notre approche, cette approche participative, inclusive, dans l'ouverture, dans la franchise et la sincérité, dans le mea culpa, la remise en cause de chacune et de chacun, alors on aura créé les conditions d'un départ. De telle sorte que plus jamais, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, on ne voit un Ouè qui insulte son frère Ouè ou qui s'attaque à son frère Ouè. On ne voit pas ça entre les autres. Pourquoi chez nous, on voit ça? De telle sorte que demain, on retienne que dans une famille, on doit avoir, nous sommes un pays démocratique, on doit avoir plusieurs membres de différents partis politiques. Mais quand un arrive au pouvoir, on fait la politique avec intelligence, nous aussi, pour avoir notre part du développement. C'est ça que la vérité. Si Anouloto est au pouvoir, est-ce qu'elle est ouais? Oui. Mettons-nous à côté de nos sœurs pour qu'on l'aide à nous envoyer le développement. C'est ça qui est la vérité. Et je suis disposé à travailler dans ces conditions parce que ainsi va le monde. Hier, c'était le président de l'Israël Poigny. Il a fait ce qu'il pouvait faire.
avec une défensive à qui je rends hommage. Après lui, c'était le président Henri Konan Bédié. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec une défensive et je leur rends hommage. Après lui, c'était mon oncle Guy Robert qui est resté dans une transition. Après Guy Robert, c'était mon oncle Laurent Gbagbo. Lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire avec les frères, les défensifs. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est là. C'est aussi ça qu'il a dit. Votre fille, votre soeur a une moto et a s'occuper. Et vous l'avez dit, depuis 11 ans, combien de mois et de jours, c'est vous qui avez calculé. Et en le mettant à ses côtés, il tend la main au peuple ouest. Saisissez sa main, frères et sœurs. Saisissez sa main parce que le développement, il s'arrache, il se prend là où il est. On ne le fabrique pas, il se conçoit. Et le développement de la Côte d'Ivoire est conçu à travers le programme national de développement, à travers les programmes sociaux du gouvernement, à travers toutes les politiques sociales et de gouvernement. Et ça se prend là où il y a le président qui est en exercice, Alassane Ouattara. Il vous attend pour venir prendre votre part de développement et pour pouvoir vivre aussi et famille. Je vous remercie de votre aimable attention. Aïe. Voilà, dans le son.